Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je suis bien heureux d'avoir une bonne participation à ce premier événement sur le thème valorisant des fromages fermiers. C'est un projet qui nous tient à cœur et on le fait en partenariat avec différents partenaires. Donc, vous avez le CART TV qui est un partenaire important pour nous aussi. Vous avez Québec Vrai qui est un autre partenaire d'importance. Et bien entendu, c'est un projet qu'on fait avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est notre appui financier. C'est grâce au ministère qu'on a pu développer et financer ce programme de thèmes valorisants, à même le programme d'appui au développement des appellations réservées et thèmes valorisants. Donc, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Charles Landlois. Je suis le président directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de commencer cette rencontre-là aujourd'hui. Peut-être un élément à vous mettre, à vous donner comme directive pour la présente webinaire va être enregistré. Comme ça, nous, on va être capable aussi de le mettre sur nos sites web pour être capable plus tard à ceux qui voudraient le consulter, de le consulter. L'événement va se faire en 2 temps. Essentiellement, il va y avoir la présentation des différents partenaires de leur volet. Donc, le CART TV va faire une présentation, Québec Vrai aussi, et le conseil à la fin. Et il y aura une période de questions à la fin de l'ensemble des présentations. Donc, peut-être un dernier mot, les présentations vont être aussi disponibles pour ceux qui voudront le consulter. Donc, peut-être avant de commencer, il y aurait peut-être, comme tout bon webinaire, quelques petites consignes à donner pour s'assurer que tout ça se déroule bien. Fait que je vais laisser la parole à Geneviève pour nous expliquer ça. Et je vous souhaite un très bon webinaire, puis je vous souhaite que l'information soit pertinente pour vous autres. Geneviève? Bonjour tout le monde, oui. Dans le fond, les petites consignes assez simples, juste fermez vos micros lors des présentations pour éviter qu'il y ait du bruit ambiant. La vidéo, c'est comme vous voulez, vous pouvez la laisser ouverte ou fermée, ça, il n'y a pas de problème. Les questions, comme Charles vient de dire, ça va être à la fin, mais si vous ne voulez pas les oublier, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc, le chat qui se trouve en bas de l'écran dans la petite barre noire, chat. Et à la fin aussi, lors des questions, si vous voulez lever la main, ça va être dans réaction que vous pouvez le faire. Et sinon, je vous souhaite une bonne présentation. Merci Geneviève. Alors, moi, je me présente Carole Thibault, je suis la coordonnatrice de ce projet-là. Donc, je vais introduire la toute première présentation qui va avoir lieu aujourd'hui. C'est une présentation qui va être donnée par Pascale Tremblay, directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, ainsi que Marjolaine Mondon, qui est coordonnatrice de projet également au CART TV. Alors, ça va être la première présentation de cet après-midi et puis on va nous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est que d'avoir un premier terme valorisant au Québec. Je vous cède la parole, mesdames. Merci, Carole. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Pascale Tremblay, présidente directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Je vais simplement prendre quelques secondes, même pas des minutes, en début de présentation pour vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, très fière aussi parce que c'est un premier terme valorisant, comme Carole l'a dit. C'est une première au Québec, une page d'histoire qu'on écrit ensemble. Et ensemble, c'est le cas de le dire. Évidemment, le Conseil des appellations réservées a eu un rôle à jouer dans ce projet-là, mais rappelons-le, ce projet-là, c'est un projet par et pour les fromagers, les producteurs, transformateurs, fromagers, artisans que vous êtes. J'ai remarqué tout à l'heure des visages qui me sont familiers. Je n'étais pas là aux premières étapes de ce projet-là. Je suis au CART TV depuis 5 ans. Mais je voulais saluer les artisans qui ont initié ce projet-là et qui nous ont interpellés au CART TV. Saluer votre détermination, votre résilience et remercier aussi les autres acteurs qui se sont joints à nous en cours de route pour faire en sorte que nous sommes là aujourd'hui, pour faire connaissance, pour voir qui nous sommes et de quelle façon on va poursuivre cette belle aventure-là ensemble. Alors, on va vous présenter la partie qui nous concerne, le Conseil des appellations réservées, surtout pour que vous sachiez
qui nous sommes, comment on travaille, comment on peut vous être utile. Et pour ce faire, c'est Marjolaine Mondon, qui est coordonnatrice du projet, qui, elle, était là depuis les tout débuts du projet, qui va vous faire cette présentation-là. Merci, Pascal. Peut-être, Geneviève, on peut avancer. Merci. Peut-être juste pour replacer très, très brièvement les grandes missions du Conseil, si tout le monde ne connaît pas peut-être l'organisation qui a été créée par la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants, de conseiller le ministre pour ce faire, analyser des projets d'appellation de termes valorisants comme le projet fromage fermier et de tenir des consultations publiques. Et puis les deux autres volets qui vont ensemble, dont on parlera aussi dans la suite, c'est d'accréditer les organismes de certification et de surveiller par la suite l'usage des appellations réservées ou des appellations ou des termes valorisants. Pour brosser très rapidement, on va aller plus dans le vif du sujet qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Donc, juste pour replacer, qu'est-ce qu'un terme valorisant? Un rapide historique du projet, juste pour camper un petit peu, les avantages et puis qui fait quoi, qui va mettre la table pour la suite après des interventions. Donc, une appellation réservée, c'est un groupe d'entrepreneurs d'ici qui se sont investis de façon collective dans le développement, dans la protection de produits distinctifs pour diversifier le paysage agroalimentaire et créer un lien de confiance avec les consommateurs, ce que vous faites déjà, bien évidemment. Plus précisément, dans la gamme d'outils, il y a des termes valorisants. Donc, les termes valorisants sont un des 4 outils juridiques de la loi sur les appellations réservées. Et la définition d'un terme valorisant, ça protège et ça valorise un produit qui possède une caractéristique ou des caractéristiques particulières qui sont recherchées par le consommateur. Et ces caractéristiques, elles sont liées à une méthode de production et ou de préparation. Donc, voilà le cadre de travail qui a été planté durant les dernières années pour aboutir à la reconnaissance du projet. Ici, la norme, elle va préciser ces conditions de production que M. Fontecilla détaillera plus par la suite. Juste pour replacer un petit peu, l'industrie a commencé à discuter des fromages fermiers il y a plusieurs années. J'ai juste placé des articles de presse de 2013-2015. Si on voit la diapo suivante, on voit un petit peu plus le fil plus précis des étapes qui ont été conduites au CAR-TV avec l'Association des fromagers artisans du Québec, qui a déposé en 2015 la demande pour un projet pour reconnaître le fromage fermier. Analyse du projet, première consultation publique en 2017. L'analyse s'est poursuivie avec le comité technique pour une analyse finale en 2019 et une recommandation positive de la part du CAR-TV au tout début de l'année 2020. Comme c'est un terme valorisant, sans rentrer dans les détails, il y a eu une deuxième consultation publique comme consultation sur le projet de règlement ministériel qui a eu lieu cet été en mai-juin 2021. Et par la suite, le CILQ est devenu le groupe porteur. Il y a eu un transfert de dossiers et de responsabilités pour mener à bien le projet. Et il y a eu autorisation du terme par le ministre à la toute fin de l'année et l'accréditation de Québec Vrai par la suite qui vient tout juste dans la foulée. Donc ça, c'est pour replacer les grandes étapes. Quels sont les avantages, donc à la diapo suivante, pour les producteurs de développer une appellation, un terme valorisant? C'est tout d'abord de définir de façon collective ce savoir-faire pour allier l'ensemble des producteurs transformateurs de différents types de lait, de différents types de fromages qui valorisent, transforment le lait à la ferme. C'est aussi une valeur ajoutée, une différenciation claire sur les marchés, d'autant plus avec l'ouverture des marchés qui est de plus en plus et que vous êtes les premiers à bien mieux connaître que moi et à vivre. C'est une façon d'identifier, de valoriser, de protéger le travail des producteurs transformateurs. Et c'est un pouvoir, un outil de promotion collectif qui est structurant pour le secteur, pour l'ensemble des producteurs adhérents, soutenu par le groupe porteur, puis on verra un petit peu plus dans les détails par la suite. Quels sont les avantages pour les consommateurs de recevoir, d'utiliser, d'être intéressés, de rechercher une appellation ou un terme valorisant? C'est tout d'abord un repère de confiance d'un produit qui est authentique et qui est traçable à 100%. C'est un véhicule pour informer et sensibiliser le consommateur aux particularités du fromage fermier
et du savoir-faire qui vient avec, qui permet de le développer. C'est aussi une façon de supporter l'économie locale, supporter les entreprises et évidemment de découvrir le goût des différents produits, des différents terroirs. Alors, si on rentre un petit peu plus, qui fait quoi dans cet écosystème-là des appellations? Je vais brosser rapidement la carte un petit peu des différentes parties prenantes. Donc, j'ai dit tantôt, la loi sur les appellations réservées, elle a été promulguée par le gouvernement. Le QARTV rapporte au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc, on peut essayer de ne pas se perdre dans le diagramme, mais donc le QARTV, il forme et travaille un comité d'analyse qui a analysé le projet. Et il y a la notion d'accréditation du certificateur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le CAEQ. Dans ce cadre, il est accrédité Québec Vrai. Et donc, le lien ensuite entre vous, producteurs, transformateurs et Québec Vrai, il y a un lien direct par rapport à la certification et un lien où le CILQ est le groupe porteur du projet qui va constituer un comité d'aviseurs. Je ne veux pas brûler le punch par la suite. Et bien sûr, le MAPAC soutient l'ensemble de l'œuvre, notamment par le programme d'appellation réservée. Juste pour placer un petit peu plus dans le détail, la diapositive suivante, je m'arrêterai juste sur le Conseil des appellations réservées, puis le ministère, Québec Vrai et le CILQ vont présenter par la suite. Le Conseil, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on continue de faire? On offre l'expertise et on fournit l'encadrement juridique aux groupes porteurs, aux producteurs aussi qui peuvent avoir des questions. On répond aux questions, on informe le public et l'industrie en partenariat avec le groupe porteur. Donc Québec Vrai a été accrédité pour ce faire, pour certifier le produit. Il y a tout ce cycle d'accréditation. Et on assure le maintien de la norme dans les prochaines années, les prochains mois. Donc, le ministère, il gère le programme de soutien aux appellations réservées ou termes valorisants. Ils assurent aussi toute la gestion du logo FIEL que vous avez vu à plusieurs reprises sur les diapos et peut offrir une expertise technique à différents égards. Voilà, donc je laisserai les autres collègues présenter par la suite. Qu'est-ce que ça implique pour les producteurs fromagers, les producteurs transformateurs? Une inscription individuelle auprès de Québec Vrai qui va bien détailler toute la documentation, l'audit, la mise en conformité et la conformité de l'étiquetage pour chaque produit parce que, je le rappelle, l'appellation, elle est pour le produit, pas pour l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise qui est certifiée. Ce sont bien le ou les produits qui sont demandés par le producteur. Et la dernière diapo, donc à retenir, tous les producteurs transformateurs qui vendent les fromages comme étant fermiers doivent obtenir la certification attestant que ce produit respecte la norme. Alors, prochaine étape pour ceux qui le désirent, inscription des producteurs transformateurs auprès de l'organisme. Et il y a le QARTV avec les différents acteurs mettent en place une phase de transition sur l'année qui vient pour avoir une approche, je dirais, par étape de surveillance et puis de mise en conformité de l'ensemble des acteurs. Donc, on va plus informer, expliquer, faire de la promotion de la communication dans une première phase. Et puis, par la suite, ça va se renforcer un petit peu en sachant qu'on espère que l'ensemble des producteurs qui souhaitent être certifiés pourront compléter dans l'année la démarche. Parce qu'à terme, seuls les produits qui sont certifiés pourront porter le terme valorisant fromage fermier. Donc, on laisse un laps de temps. Évidemment, on peut pas, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain pour vous et pour l'ensemble des acteurs, mais sur une plage de 12 mois. On pourra y revenir par la suite si vous souhaitez un petit peu plus en détail. Je vais laisser la parole à M. Tessila. Merci. Merci beaucoup, Marjolaine et Pascal, pour cette présentation. Donc, c'est très intéressant. Je rappelle à tous que c'est enregistré, donc vous allez avoir accès par la suite aux présentations et à l'intégralité de tout ce qui est dit là, pour référence future.
Alors, on va passer maintenant à la présentation de M. Georges Fontessia, qui est le directeur général de Québec Vrai. Québec Vrai, comme on vient de le mentionner, est l'organisme accrédité pour le certificateur officiel pour la norme, pour le terme valorisant fromage fermier. Alors, M. Fontessia va nous faire sa présentation en 3 temps. Il va tout d'abord nous parler de la norme, ensuite des contrôles et des délais et du processus de certification. Alors, je passe la parole à M. Georges Fontessia pour cette partie de la présentation. Merci beaucoup, Mme Thibault. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Donc, je remercie Mme Thibault, je remercie le Conseil de l'industrie laitière du Québec, le CARTV, tous les membres présents, et les fromagers fermiers ou les gens intéressés dans le milieu de la fabrication du fromage qui sont présents dans cette rencontre-là. Comme le disait Mme Thibault, ma présentation portera sur 3 éléments qui me semblent centraux dans le processus de certification. D'abord, une brève explication des tenants et aboutissants de la norme fromage fermier. Une deuxième présentation qui va porter sur les points de contrôle. Comment un organisme de certification tel que Québec Vrai va contrôler le respect des exigences de la norme. Un troisième point qui va porter plus bref que les 2 premiers, qui va expliquer en gros quel est le processus que doit suivre une demande de certification afin d'aboutir à l'émission d'un certificat. Alors, sans plus attendre, là, on va commencer avec la première diapositive du fromage fermier. Je vais vous dire très rapidement qu'est-ce que c'est que Québec Vrai. Québec Vrai est un organisme de certification qui a quand même une assez longue histoire et qui a essentiellement opéré dans un autre domaine de la certification et des appellations réservées, notamment le bio. Okay? On travaille auprès d'autour de 500 membres depuis bien des années. Nous sommes une OBNL, ce qui veut dire que les membres ou les clients de Québec Vrai deviennent automatiquement des membres de Québec Vrai avec droit de parole en assemblée générale. Nous sommes situés au centre du Québec. Nos services sont offerts essentiellement au Québec et un tout petit peu en Ontario. Il y a quelques entreprises rares, je l'admets, qui demandent nos services de certification en Ontario. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je disais que Québec Vrai est une longue histoire. Tout ceci a commencé dans les années 90, lorsque le MAPAC a créé le SO Québec Vrai, qui contrôlait différentes appellations, dont l'appellation bio. En 91, MAPAC et UPA signent une entente qui accorde à Québec Vrai le contrôle de l'appellation produit bio. En 1995, le MAPAC se désengage de cette entente auprès de l'UPA. En 1996 est promulguée, adoptée la première loi sur les appellations réservées. Dans tout ce processus-là, quelques producteurs bio ont décidé de reprendre à leur compte l'appellation Québec Vrai. Et en 1997, Québec Vrai obtient les lettres patentes qui lui permettent d'obtenir auprès du CARTV le droit d'émettre des certifications biologiques si les conditions, bien sûr, d'accréditation sont respectées. Suivante, s'il vous plaît. Un système de contrôle là, est basé sur différents principes, dont voici ceux qui sont, à mon avis, les plus importants. La transparence des producteurs et des transformateurs vis-à-vis de leur organisme de certification. La rigueur des requérants en ce qui concerne le respect des exigences de la norme. Point essentiel, c'est pourquoi il est en rouge, la vérification de la conformité par une tierce partie indépendante. C'est ça qui fait la force d'une appellation réservée, que ce soit un terme valorisant, une appellation réservée comme le bio. C'est le fait que la conformité des pratiques avec un cahier de charge n'est pas laissée aux soins de l'utilisateur de la dite appellation. Elle est laissée aux soins d'un organisme indépendant qui il a beaucoup de conditions à respecter. Un organisme comme Québec Vrai a beaucoup de conditions à respecter afin de maintenir son accréditation.
un élément important, la relation de confiance qui est basée sur des échanges entre les requérants et le certificateur. Il faut que le certificateur ait confiance fondamentalement dans le fait que le producteur, le requérant, ne cache pas de l'information et que le requérant soit assuré que le traitement de sa demande est fait dans le plus strict respect des exigences et des normes d'impartialité et de confidentialité. Et finalement, la clé de voûte de tout le système, c'est bien sûr ce dont parlait Mme Tremblay et Marjolaine, c'est l'accréditation par le CAEC de l'organisme de certification qui lui-même, Québec vrai, doit répondre à un ensemble d'exigences procédurales qui permettent de garantir qu'on fonctionne selon des critères professionnels rigoureux de transparence, d'impartialité et de rigueur. Alors voilà, suivante. Qu'est-ce qu'un fromage fermier? C'est quoi la norme fromage fermier? Un fromage fermier, là, il y a plusieurs points qui sont essentiels. L'un des premiers sur lesquels il faut s'intéresser, c'est le fait qu'il contient seulement du lait de la ferme d'où il provient. Un fromage fermier ne peut pas être fabriqué avec... il faut un lien étroit entre la ferme et la fromagerie. Le lait qui est utilisé pour la production fromagère doit avoir été produit par la même ferme. Il y a des conditions à cela. Donc, il doit être fabriqué et affiné sur les lieux mêmes de l'exploitation agricole. Il a une composition définie par la norme de façon assez souple, on doit le dire, en ce qui concerne la formulation des fromages. Certains ingrédients sont interdits, d'autres sont permis. On regardera ça un petit peu plus en détail plus loin. Et est fabriqué par un opérateur qui travaille dans l'exploitation, dans les champs, à l'étable, qui gère le troupeau, qui gère la fromagerie, qui gère l'affinage. Si ces conditions-là sont fondamentalement respectées, on est sur le bon chemin pour atteindre une certification. Suivante, s'il vous plaît. Bog. Suivante. OK, je disais que un des principes de la norme est le fait qu'il y a une unité entre la fromagerie et la ferme. C'est un petit peu plus strict que ça. Les propriétaires d'une ferme et d'une fromagerie qui espèrent obtenir une certification fromage fermier ne peuvent pas être propriétaires d'une deuxième fromagerie ou d'une troisième ou d'une quatrième ou encore d'une deuxième ou d'une troisième ferme laitière. Okay? Ça, il va falloir que les producteurs, les requérants démontrent que cette situation-là ne se produit pas. Il y a différentes formes juridiques qui sont permises, d'autres qui sont interdites. Okay? On favorise les entreprises familiales ou en copropriété indivise. Okay? Et dans tous les cas, au moins un des propriétaires de la ferme est un producteur agricole, tel que le définit la loi sur les producteurs agricoles. J'imagine que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Si quelqu'un a une meilleure terminologie, ben qu'il me corrige. Suivante. Qu'est-ce qu'un fromage n'est pas fermier maintenant? Quelles sont les conditions qui disqualifient un fromage de l'appellation? Il provient d'une ferme où les propriétaires détiennent d'autres exploitations fromagères, ou encore les propriétaires ne travaillent pas dans la ferme ni dans la fromagerie. Il y a des formes juridiques qui sont interdites, les sociétés en commandite, les sociétés par action ou les sociétés en non collectif dont le lieu est l'investissement, des sociétés qui détiennent plus d'une fromagerie, on l'a déjà dit, et les fiducies. Suivante. Un fromage fermier, par ailleurs, respecte le principe d'unité de lieu, une ferme, un troupeau, un fromager. On l'a déjà dit, on le répète, c'est ça qui fonde essentiellement la légitimité du terme valorisant fromage fermier. Une ferme, un troupeau, un fromager. Un fromage fermier est fait seulement du lait de la ferme, on l'a déjà dit, ça respecte le principe précédent, provient de vaches nourries avec du fourrage cultivé à la ferme, avec un minimum de 51% de l'apport de fourrage qui doit être cultivé dans la propre ferme. Cette restriction alimentaire s'applique seulement aux troupeaux laitiers, pas aux troupeaux d'autres ruminants comme les chèvres. Et finalement, les installations de production, que ce soit la ferme, les champs, la laiterie, la fromagerie, sont contiguës.
Suivante. Aussi, un fromage fermier provient d'une exploitation titulaire d'un permis valide. Okay? Il faut un permis d'usine laitière valide afin de prétendre à l'obtention d'une certification fromage fermier. Provient également d'une ferme ou d'une exploitation qui n'acquiert pas de lait de la même catégorie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que un fromage fermier, une fromagerie qui obtient une certification fromage fermier peut acheter du lait d'autres espèces que celles utilisées pour la fabrication du fromage certifié, à condition, bien sûr, que les fromages dérivés du lait acheté d'autres espèces ne soient pas certifiés fromage fermier. Il ne pourra pas obtenir cette certification-là. Ce que j'essaie de dire de façon très, très confuse, j'en suis conscient, c'est qu'un producteur qui fabrique du fromage de lait de vache avec du lait de la ferme peut fabriquer du fromage de lait de chèvre avec du lait de chèvre obtenu d'une autre ferme. Ce deuxième lait ne sera jamais fermier. Le premier, oui, il pourra obtenir et garder sa certification fromage fermier. Suivante. Le fromage fermier est fabriqué selon des techniques et des ingrédients approuvés. La congélation du lait et ou du caillé est permise. Certains ingrédients sont permis, par exemple, l'utilisation de chlorure de calcium, de levain lactique, de chlore d'affinage, de sel de fonte. Des enzymes, des coagulants et des cultures bactériennes, des levures, du sel sont également permis dans la formulation de ces fromages. Suivante. Un fromage fermier, qu'est-ce qu'il ne doit pas contenir? Ça, c'est peut-être plus contraignant. Okay? Du lait écrémé à teneur réduite en calcium, de la caséine ou des caséinates, des produits laitiers de culture, des protéines lactosériques, du lait ultrafiltré ou diafiltré, ou des substances laitières modifiées comme le lait concentré ou en poudre, ou des protéines laitières ou sériques. Suivant. Un fromage fermier ne doit pas contenir tout autre constituant du lait dont l'état chimique a été modifié. Il ne peut pas contenir des conservateurs comme le sorbate dans les fromages frais, ni du coagulant issu du génie génétique, des arômes artificiels et d'autres substances issues de génie génétique. Et point important, ce n'est pas parce que c'est le dernier qui est le moins important, l'utilisation de poudre de lait est interdite. Suivante. D'autres interdictions. Non, on vient de le lire celle-là. Suivante. Des techniques qui sont permises, d'autres ne le sont pas. L'automatisation des procédés avec des systèmes ordinés, c'est le terme qu'utilise la norme, ça veut dire des systèmes programmables, contrôlés par des ordinateurs et avec des logiciels qui effectuent des comparaisons logiques, là, est interdite. La conservation sous film, sous vide ou sous atmosphère contrôlée est permise. Le lavage des croûtes avec des produits traditionnels ou la congélation du caillé sont permis. L'accélération de l'affinage par quelque technique que ce soit est interdite. Et comme je disais en tout premier, le contrôle logiciel, à l'exception de l'affinage et du nettoyage des appareils, sont interdits. Les aides mécaniques, là, les contrôles mécaniques, les systèmes de contrôle mécanique des procédés de fabrication sont permis, par exemple le thermostat, l'humidistat, je pense que je les ai nommés tantôt. Là. Ce genre de contrôle est permis. Ce qui n'est pas permis finalement, c'est le contrôle par ordinateur de certains procédés. Suivant. Bon, on arrive à un point particulièrement délicat, celui de l'étiquetage. On a parlé tantôt de la période de transition, je pense que ça a été abordé déjà, la période de transition. Il y a un moment où l'appellation fromage fermier, le terme valorisant fromage fermier, permet certaines mentions dans l'étiquette, dans le matériel publicitaire ou commercial, et on interdit d'autres. Okay? Parmi la première condition, c'est que les étiquettes doivent être vérifiées par l'organisme de certification. On invite tout le monde finalement à nous soumettre tout projet d'étiquette avant de l'imprimer parce que ça coûte très cher
de jeter à la poubelle des étiquettes déjà imprimées. Nous, on approuve, on leur dit, bon, c'est bon, ton étiquette est correcte, vas-y, imprime-les. Okay? L'utilisation du logo fromage fermier que vous voyez en haut à droite est obligatoire. L'utilisation du nom de l'organisme de certification, en l'occurrence Québec Bré, est également obligatoire. Les emballages doivent être dédiés. Il ne peut pas y avoir des emballages à usage multiple, autrement dit, des emballages qui servent à la fois pour emballer des fromages fermiers et des fromages non fermiers. Cette pratique-là est interdite. Les documents commerciaux doivent être contrôlés par l'organisme de certification et la publication de la même façon. Et quels contrôles sont faits sur les documents commerciaux et la publicité? Finalement, c'est fondamentalement les mêmes exigences qu'on va retrouver dans ce qui concerne l'étiquetage. Le principe est toujours le même, ne jamais faire afficher une mention qui crée de la confusion dans l'esprit du consommateur, qui laisse croire que le fromage est fermier quand il ne l'est pas, que ce soit par l'utilisation de certains mots, que ce soit par la disposition qu'on utilise des différentes mentions dans l'étiquette ou l'emballage. C'est le genre de choses qu'on essaye et qu'on évite. Suivante. Les restaurateurs et autres intervenants qui ne sont pas des fabricants peuvent utiliser la mention fromage fermier dans les produits qu'ils mettent en marché, en autant qu'ils sont en mesure de démontrer que cette allégation est vraie. C'est le CARTV qui s'occupe de ces vérifications-là. Suivante. Maintenant, le système de certification est un système qui vérifie la conformité des pratiques avec les exigences du cahier de charge. La vérification de cette conformité souvent mène vers la constatation qu'il y a des écarts par rapport à la norme. Telle pratique n'est pas conforme, telle autre pratique n'est pas conforme. C'est ce qu'on appelle des non-conformités dans le jargon. Okay? Pour le traitement et la demande de résolution de ces non-conformités, on a établi une échelle de 4 niveaux de gravité de la non-conformité. Il y a des non-conformités qu'on qualifie de critiques, qui mènent au retrait immédiat de la certification. Des non-conformités qu'on qualifie de majeures, pour lesquelles un délai de 30 jours est exigé pour qu'elles soient résolues. Des conformités mineures qui doivent être corrigées avant la prochaine évaluation. Et finalement, des observations qui ne sont que des opportunités d'amélioration. Suivant. On passe à la deuxième étape. Maintenant, on a fait le tour, grosso modo, de la norme. On va voir maintenant comment on fait le contrôle de la conformité chez Québec Bré. Okay? Suivante. On va contrôler essentiellement les noms et les formats. On va contrôler les formulations. On va contrôler les étiquettes. On va contrôler le matériel publicitaire. On va contrôler la structure de propriété. On va contrôler par le biais de la propriété, le statut de l'exploitation. Comment on va contrôler la structure de propriété de l'exploitation et le statut de l'exploitation? Par différents documents, la convention d'actionnaire, par exemple, ou un contrat sociétaire, le statut constitutif des coopératives, des extraits du registre foncier. Il y a plusieurs façons de démontrer que l'exigence d'unité de propriété est respectée. Voilà quelques exemples. On va demander également la signature d'affidavit, par exemple, pour démontrer qu'il s'agit que le ou les propriétaires ne sont pas gestionnaires ou propriétaires d'autres fermes ou d'autres fromageries que celle pour laquelle une certification fromagère est demandée. On va vérifier la propriété des animaux par le biais des registres attestras, par le contrôle laitier. On va vérifier les permis d'usine, le numéro d'identification ministérielle. On va également, parce qu'il y a une exigence quant à la qualification du fromager, on va vérifier que le fromager répond à l'exigence de la norme en termes de formation. Suivante. On va vérifier également l'unité de lieu. On en a parlé tantôt, qu'est-ce que c'était que l'unité de lieu. L'inspection sur place, elle va nous permettre de vérifier les distances entre les différentes installations. Les cartes vont également nous permettre de savoir si, de décider si l'unité de lieu telle
que défini par la norme est respecté. Suivante. On va vérifier la question des aliments, de l'alimentation des bovins laitiers, encore une fois par différents documents possibles, les registres de récolte de fourrage, les éventuelles factures d'achat de fourrage, le programme alimentaire. On est capable de calculer combien un troupeau laitier qui produit telle quantité de lait a besoin de consomme de fourrage dans l'année, puis il faut que tout cela balance. Il faut que ce soit que 51% du fourrage qui est servi au troupeau proviennent des champs de la ferme. Suivant. Pour ce qui est du contrôle de la chaîne entre la ferme et la fromagerie, pour ce qui est du lait qui est transigé entre l'une et l'autre. On va regarder les registres de livraison de lait et de réception de lait dans la fromagerie. On va regarder les payes de lait pour savoir combien de lait est produit dans la ferme. On va regarder le contrôle laitier. On va regarder les registres de fabrication et d'expédition de fromage de la ferme. Tout ça, ce sont des outils qui nous permettent de nous assurer que la quantité de lait produite par la ferme soutient la quantité de fromage pour laquelle une certification est demandée. Suivant. On va vérifier les ingrédients et les techniques de fabrication. On va regarder les listes d'ingrédients. On va regarder les registres d'achat des ingrédients avec leur numéro de lot. On va regarder les fiches techniques des ingrédients afin de nous assurer qu'ils répondent, par exemple, à l'exigence d'absence d'OGM. L'inspection sur place va nous permettre de jeter un coup d'œil dans les entrepôts d'ingrédients, voir s'il n'y a pas de produits qui sont interdits par la norme. Elle va nous permettre également de vérifier les quantités de lait qui sont refroidies ou congelées, ou du cahier qui est congelé. Elle va nous permettre de vérifier les diagrammes de flux. Les diagrammes de flux étant la description séquentielle des opérations de fabrication de fromage, avec description des équipements. Qu'est-ce qui se passe entre la réception de lait et finalement la livraison d'un fromage affiné? Qui fait quoi, où, quand? Et finalement, on va faire des balances d'ingrédients et de produits finis pour nous assurer que la quantité, finalement, je répète la même chose que tantôt, que les quantités de lait fournies par la ferme soutiennent la quantité de fromage pour lesquelles une certification est demandée. Suivante. On va vérifier les listes des équipements. J'expliquais que les équipements automatisés ne sont pas permis. Un certain niveau d'automatisation est permis, mais les équipements contrôlés par ordinateur ne sont pas permis. On va vérifier quelle est la liste des équipements et comment ils fonctionnent. Puis, bien sûr, il y aura une vérification visuelle sur la conformité de ces équipements. Suivante. On va vérifier la traçabilité, l'étiquetage et la publicité. On va demander une description du système de traçabilité. Il faut que le fromage fermier soit traçable à partir du fromage emballé jusqu'au lait qui a été utilisé pour le produire. Donc, on va faire un exercice de cette nature-là lors des inspections sur place. On va vérifier les étiquettes au dossier, on va vérifier les étiquettes à chacune des visites et à chacune des années. On va vérifier les réserves d'emballage et on va également vérifier les documents publicitaires. Suivant. Les délais de traitement maintenant. Pour obtenir une certification, il y aura deux chemins possibles. En fait, c'est un seul chemin. Une inspection sur place, une année sur 3, des vérifications documentaires les 2 années suivantes. Donc, tout le processus commence par une inspection sur place. Une demande d'adhésion va être répondue dans les 2 jours et un dossier va être ouvert dans les 5 jours à condition que tous les documents nécessaires aient été correctement remplis. Une inspection va suivre le premier paiement. L'ouverture de dossier s'accompagne de l'émission d'une facture. Un paiement doit être fait. 30 jours au plus tard après le paiement, une première inspection sur place aura lieu. Le rapport d'inspection va être vérifié dans les 12 jours qui suivent l'inspection et le certificat va être émis 3 jours après la résolution des non-conformités. S'il y a des non-conformités, je le disais tantôt, il y a des conformités 30 jours par exemple.
va falloir attendre que ces non-conformités soient résolues afin d'émettre un certificat 3 jours après la résolution. Suivante. Dans le cas de la vérification documentaire 2 années sur 3, il y aura une demande de documents. Ça va être très clairement expliqué et déterminé quels sont les documents qui doivent être soumis et à quelle date. Il y aura un rapport d'évaluation documentaire qui va être émis 20 jours après le dépôt d'une documentation complète. Et s'il y a des écarts et des non-conformités qui sont détectés par cette vérification documentaire, il y aura un délai pour les résoudre et 3 jours après leur résolution, un certificat va être émis. Suivante. La grille tarifaire, maintenant un point qui, j'imagine, intéresse bien des gens. Les prix de certification pour le terme valorisant fromage fermier de janvier 2022 sont de 2 natures. Les années où il y a une inspection sur place, le coût de certification va augmenter à 1 490 $ et les années où il y a une vérification documentaire, c'est-à-dire les années 2, 3, 5, 6, le montant va être seulement de 780 $. Je souligne le fait que la grille tarifaire est appelée à évoluer dans un sens ou dans l'autre. Elle peut augmenter, elle peut diminuer. On espère que nos prix pourront diminuer à mesure que différentes entreprises s'ajouteront au système de certification, ce qui nous permettra d'obtenir des économies d'échelle. Suivante. Le processus de certification maintenant, comment ça fonctionne? Okay? Il y a 3 intervenants dans le processus de certification. Il y a l'organisme de certification, il y a le requérant, puis il y a l'inspecteur. Il y a 3, tout ce qui est en bleu, c'est le requérant. Tout ce qui est en vert, c'est l'organisme de certification. Tout ce qui est en noir, c'est l'inspecteur. Comment commence toute l'histoire? L'histoire commence par une demande de certification qui est suivie, qui est répondue par l'organisme, par Québec Vrai, avec une demande de documents à remplir. Ces documents sont analysés. S'ils sont complets, on fait une ouverture de dossier. Est-ce qu'il serait possible d'agrandir ça, Geneviève? Je n'arrive pas à lire, à moins que je l'ouvre de mon côté, moi, même pas là. OK, oui. Donc, le demandeur, je disais, le requérant, remplit un formulaire d'adhésion, dépose certains documents et Québec Vrai, la section verte, étudie le dossier, émet une facture, fournit un contrat de service, ouvre un dossier membre et fait une assignation d'inspection. On passe aux étapes 8 et 9, dans lesquelles le producteur, en bleu, avec un beau petit fromage à côté, là, paye une cotisation annuelle et retourne le contrat de service signé. Maintenant, si c'est la première année ou une année d'inspection, si c'est la première année, l'inspecteur, l'organisme de certification, je vous disais tantôt, a assigné l'inspection. Un inspecteur lit l'ensemble du dossier, prend un rendez-vous avec le producteur, lui explique comment ça va se passer. Faites défiler, s'il vous plaît, Geneviève. Effectue un audit annuel à un moment convenu avec le producteur, émet un rapport d'audit qui est soumis pour vérification au personnel interne de Québec Vrai, un agent de la vérification qui vérifie les non-conformités qui ont été constatées par l'inspecteur. Je vais dire une énormité, mais idéalement, l'inspecteur n'est qu'un appareil de photo. Il constate. Bien sûr, il a un cerveau, il est capable d'évaluer si ce qu'il constate constitue vraiment un problème ou pas. Mais l'inspecteur n'émet pas de recommandation de certification. Il ne fait rien d'autre que de transmettre l'information qu'il a constatée, les écarts qu'il a constatés, à une deuxième instance qui, elle, évalue la gravité de ces écarts et décide des sanctions à appliquer. Je vous disais, critique, majeur, mineur ou observation. Toutes ces décisions-là sont inscrites dans un rapport de certification qui est soumis aux membres pour l'inviter à résoudre dans les délais requis.
excusez-moi, j'ai manqué une étape. Avant de soumettre aux membres, je vous disais que le système de certification est un système qui fournit de gros efforts pour garantir l'impartialité de la prise de décision. Donc, ce rapport-là, qui est rédigé par un premier agent à la certification, est contre-vérifié par un deuxième agent à la certification, qui s'assure que les décisions qui ont été prises sont celles qui ont finalement été définies dans des documents normatifs. Cette décision-là, finalement, le rapport de certification vérifié une fois et une deuxième fois est retourné au producteur. On lui indique dans ce rapport-là quelles sont les non-conformités, quelles sont les actions qu'il doit mettre en place pour corriger ces non-conformités et le délai qui lui est accordé. Une fois les non-conformités résolues par le producteur, un certificat a été mis. S'il y avait des non-conformités, bien sûr, je vous dis, le producteur doit résoudre les non-conformités. Résolution veut dire qu'il soumet certains documents qui démontrent que des actions ont été prises. Ces documents doivent être évalués par un agent à la certification, celui qui est en charge du dossier. Et finalement, si l'agent juge que les non-conformités ont été résolues correctement, il prend la décision d'émettre un certificat, mais ce n'est pas lui qui le signe. C'est une troisième personne qui doit venir vérifier l'ensemble du processus décisionnel et qui, s'il considère que tout est conforme aux règles et à l'impartialité obligatoire, impose sa signature sur le certificat. Et voilà, ça ferme la première année. La deuxième année, c'est sensiblement la même chose, sauf que l'inspection sur place est remplacée par la vérification documentaire, mais le chemin global est toujours le même. Autrement dit, renouvellement, dépôt de documents, demande de documents ou inspection, vérification de non-conformité, émission d'un rapport de certification, résolution de non-conformité, émission d'un certificat. Et voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si je respectais le temps. J'étais censé lancer un rappel automatique que j'ai complètement oublié de le faire. Merci beaucoup, M. Fontecchia. Vous avez respecté le temps parfaitement. On a même quelques minutes d'avance, ce qui va permettre aux gens à la fin d'avoir plus de temps pour poser leurs questions. Donc, alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va conclure les présentations avec celle du Conseil des industriels laitiers du Québec, qui est également le groupe porteur pour le terme valorisant fromage fermier. Alors, je vais inviter Charles Langlois à nous faire sa présentation qui va nous donner un peu plus d'informations sur le rôle du CILQ là, dans ce dossier-là. Je te laisse la parole. Carole. Merci, Carole. Bon, je pensais que j'avais gagné quelques minutes pour parler davantage, mais tu veux la réserver pour les questions, puis je pense que c'est une très bonne idée. Donc, bonjour à tous. Je suis bien content de vous présenter ce projet-là. Bien content de vous faire part que le Conseil là, est groupe porteur et il met tout son énergie et sa bonne volonté là, à s'assurer que ce projet-là aboutisse et réponde aux besoins de nos membres et des membres aussi des entreprises dans les autres secteurs laitiers comme la chèvre, la brebis et le buffalo, excusez-moi. Donc, si on commence au début, le CILQ, bon, c'est quoi son rôle dans ce dossier-là? Nous, le rôle qui nous a été confié puis qu'on a accepté d'assumer, c'est de jouer le rôle d'assurer la pérennité et le rayonnement du terme valorisant fromage fermier par le biais là, de 5 principaux axes. Les axes qui vont nous guider là-dedans pour assurer cette pérennité-là et ce rayonnement-là sont les suivants. Passes-tu à l'autre image, s'il te plaît, Geneviève? Merci. Bon, les 5 axes sur lesquels on va travailler, c'est 1, communiquer. 2, assurer la représentativité. 3, assurer la pertinence. Assurer le rayonnement et, bien entendu, promouvoir l'accessibilité parce que si on veut que ça fonctionne, il faut que ça soit accessible aux entreprises.
Si on commence par le début, communiquer, qu'est-ce que ça veut dire pour le CEQ dans ses actions? C'est essentiellement, le CEQ va être pour vous le point de chute pour toutes les questions que vous allez avoir à l'esprit. Vous allez voir tantôt, là, il y a des canaux qui ont été mis en place. On est là pour recevoir les questions puis de vous diriger. On va être aussi des responsables de diffuser l'information aux entreprises qui sont visées par la certification du secteur afin que vous ayez l'information la plus à jour et la plus update, comme on dit en bon français, c'est la même chose, là, mais au niveau de cette certification-là. Pour vous aider là-dedans, communiquer avec vous et à interagir ensemble aussi, on a mis en place là, deux canaux. Principalement, on a mis en place là, sur notre site web de l'information sur le thème valorisant qui va être disponible. Donc, on a tout regroupé cette information-là sur le site web. Donc, vous êtes capable d'y avoir accès puis d'avoir accès aux différents liens là, qui vont vous amener au bon endroit. En plus de ça, on a mis en place aussi deux façons de nous communiquer directement. Un premier qui est plus une adresse courriel qui est dédiée là, au fromage fermier. Donc, on l'a simplement pour vous faciliter la tâche, appelé fromage fermier en commercial CEQ.ca. Donc, toute demande d'information peut être mise là-dessus et ça va tomber sur le bureau automatiquement du responsable. La même chose, on a mis aussi en place au conseil une ligne dédiée. Donc, quand vous allez appeler au conseil, le premier message que vous allez avoir, c'est que ceux qui sont intéressés à avoir de l'information ou à consulter quelqu'un sur le fromage fermier, bien, vous allez avoir à composer le poste de 100 puis ça va vous diriger vers la personne responsable. Donc, ça devrait vous faciliter la vie pour avoir accès à l'information puis comprendre où ce qu'on en est ou savoir ce qu'on en est. Ça, c'est voilà pour notre rôle en termes de communicateur. Le deuxième rôle qu'on a, c'est d'assurer la représentativité. Donc, c'est important pour nous autres de s'assurer que ce qu'on va faire répond adéquatement à la population là, qui va être visée par ce thème valorisant qui est mis en œuvre. Donc, on a mis sur pied, nous autres, un comité qui va être un comité aviseur qui va être représentatif de tous les secteurs de lait et qui va avoir, entre autres, comme rôle de faire des recommandations de mise à jour de la norme. Et tantôt, on va voir plus tard, là, mais il va y avoir aussi d'autres rôles au niveau de suivi et de certaines évaluations. Pour s'assurer qu'on a une représentativité et le point de vue là, de tous ceux impliqués dans la mise à marché et la diffusion et la promotion de ce thème valorisant fromage fermier, mais on a composé ce groupe-là. On va viser idéalement à avoir 3 producteurs transformateurs de lait de vache. On va souhaiter avoir 3 producteurs transformateurs pour les autres types de lait, donc chèvre, brebis et buffalo. On a un représentant du CA qui va être présent, lui, pour s'assurer que le projet là, suit et se développe tel que désiré par l'organisation. Et on voudrait idéalement aussi avoir 3 représentants du milieu de la distribution et des boutiquiers parce qu'ils vont jouer un rôle essentiel là, dans la promotion et aussi l'accessibilité de ces produits-là aux consommateurs. Et bien entendu, vous allez avoir besoin d'un représentant de la permanence qui, lui, va assurer l'administration de ce comité-là. Essentiellement, nous, là-dedans, vous avez bien compris, on va jouer un rôle de planifier des rencontres et de les organiser. Nous, on s'attend que ce comité-là, au début, risque d'avoir un petit peu plus d'activité parce qu'on met en place, là, puis on vous l'a dit à quelques reprises, quelque chose de nouveau qui va devoir être raffiné, il va devoir être évalué et suivi de proche pour s'assurer que tout va bien. Une fois qu'on va avoir atteint notre vitesse de croisière, à ce moment-là, le rôle du comité va être moins intense. Il y a des obligations quand même qui vont devoir de se réunir au moins une fois par année, mais ces activités devraient être un petit peu moins intenses. Bon, voilà pour la question de la représentativité. Si on va au troisième rôle qu'on va avoir, c'est-à-dire assurer la pertinence, parce que encore faut-il avoir un thème valorisant qui va signifier quelque chose au consommateur puis qui va apporter la valeur ajoutée qu'on souhaite qu'il apporte à nos produits. Donc, il va y avoir un suivi puis une mise à jour régulière de la norme en collaboration avec le comité aviseur du CEQ, là, qu'on vient de parler, et avec les entreprises du secteur.
pour s'assurer qu'on atteint ces objectifs-là. On a un rôle d'assurer la coordination de la révision de la norme au moins aux 5 ans. Donc, ça, il y a un travail à faire minimalement 5 ans. Comme je vous disais tantôt, au début, ça se peut qu'il y ait du peaufinage qui se fait à des échéances plus courtes, mais à terme, c'est aux 5 ans qu'on va s'assurer qu'il y ait des révisions si nécessaire. Et bien entendu, on va jouer un rôle là-dedans pour corriger l'information nécessaire à la révision. On va faire des sondages auprès des entreprises pour mieux connaître comment se déroule la mise en marché et l'utilisation de la norme, puis même dans la réalité quotidienne des entreprises, comment tout ça se déroule pour être capable d'avoir une bonne image de comment ça évolue. Et on fera nécessairement les analyses qui sont requises pour informer et justifier les modifications qui devront être faites si on en convient. Donc, voilà pour le rôle de pertinence qu'on va jouer à ce niveau-là. Le quatrième rôle, c'est de promouvoir le rayonnement. Donc, c'est important que notre terme valorisant soit, d'une part, bien connu des entreprises, donc tout le monde est au courant que c'est accessible, que ça existe, qu'ils peuvent l'utiliser pour valoriser leurs produits ou se différencier sur le marché. Donc, on a un rôle à faire auprès des entreprises là-dessus. On a également un rôle aussi à promouvoir le terme valorisant auprès des distributeurs, des boutiquiers, des médias spécialisés et des consommateurs pour en créer une forme de renommée qui va lui donner de la valeur puis qui va faire en sorte que le consommateur va être capable de voir « Ah, ça, c'est un produit différent qui vaut la peine ou qui vaut son pesant d'or ». Au niveau de la promotion du rayonnement, il va falloir, évaluer les opportunités de partenariat avec d'autres organismes pour faire la promotion aussi loin qu'on pourra en faire. Un des partenaires qui est ciblé puis qu'on a déjà eu des discussions, c'est Aliments du Québec. Donc, il pourrait nous permettre de faire des promotions pour faire encore connaître et faire rayonner le thème valorisant. Bien entendu, on va planifier des événements ou encore on va intégrer dans nos événements des activités de promotion pour encore faire connaître et faire rayonner ce terme valorisant-là auprès des différentes clientèles qu'on aura identifiées. Et finalement, si je ne me trompe pas, le dernier point qui nous reste, c'est promouvoir l'accessibilité. Comme je le disais tantôt, c'est important que le thème valorisant et le processus de certification soit accessible. Et une des façons qu'on peut jouer un rôle pour rendre plus facile l'accessibilité, parce qu'il y a des frais associés à ça, bien entendu, parce qu'il y a un service, là, il faut que ce service-là se paye. Mais nous, c'est de jouer un rôle pour s'assurer ou essayer de trouver des fonds qui vont venir soutenir les frais de certification des entreprises. Donc, utiliser soit les programmes existants, comme actuellement, on est en processus de faire, puis on attend des réponses pour être capable de soutenir les entreprises dans leur exercice, ou encore de jouer notre rôle d'association et de faire de la représentation auprès des autorités gouvernementales pour s'assurer que les programmes en place sont soit d'une part renouvelés, ou encore qui, s'ils ne sont pas renouvelés, mais qu'on en développe de nouveaux qui va nous permettre d'atteindre les mêmes objectifs. Donc, essentiellement, ça va être ça notre rôle pour s'assurer qu'il y a un maximum d'accessibilité. Et encore une fois, à ce niveau-là, nous, on aura un rôle de vous tenir au courant au fur et à mesure de tous les programmes qu'on aura découverts ou qu'on pourra utiliser pour vous aider dans cet exercice-là. Je pense que ça fait le tour du rôle du conseil au niveau des activités. Donc, une fois de plus, moi, je vous dis, on est là pour vous aider. On vous a mis en place différents outils pour communiquer avec nous. Donc, on vous invite à les utiliser. N'hésitez pas à aller sur le site Internet, puis n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. On est là pour ça. Donc, sur ce, j'espère que ça a été assez clair comme rôle, puis je vous souhaite à tous qui voudront embarquer dans ce projet-là du succès et que ça soit bénéfique. Donc, merci.